Madame, Monsieur, bonsoir. La présentation de la fiche sanitaire du passager n'est plus requise à l'entrée du territoire marocain, soit 5 mois après la levée du pass sanitaire. Comment faut-il interpréter cela? C'est notre question d'actualité ce soir. Alors, Covid-19 serait-ce enfin derrière nous? L'occasion pour nous de dresser encore une fois le bilan de la gestion de la crise Covid, mais pas que. Et loin de tout alarmisme, la question reste d'actualité parce que nous ne sommes pas à l'abri, malheureusement, d'une autre pandémie. Comment alors renforcer la sécurité sanitaire et étendre la résilience des systèmes de santé pour agir efficacement face aux risques de futures pandémies? Nous en débattrons donc ce soir. Autre fait d'actualité, cette mise en œuvre des axes de réforme du système de la santé, du système national de la santé, étape incontournable pour améliorer la qualité des soins au Maroc. Et là, il persiste des questions, encore une fois, d'actualité, comme celle de la rupture de certains traitements. La situation inquiète puisque sans certains médicaments, il en va de la santé, voire même de la vie des patients. Mais il est important de noter que la tension sur les médicaments est un problème mondial. C'est d'ailleurs l'une des conséquences de la crise Covid-19. Alors, quelles sont les pistes de sortie de la crise dans le cadre du projet de loi qui concerne la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé? Nous poussons la réflexion ce soir dans cette émission en compagnie de nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu professeur Abdallah Baddou, professeur chercheur en immunologie à l'université Hassan II. Bonsoir professeur Baddou. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et un plaisir renouvelé de vous accueillir sur ce plateau. J'ai également le plaisir d'accueillir le président de la Société marocaine des sciences médicales et ainsi président de la Fédération nationale de la santé, Moulay Saïd Afif. Bonsoir professeur Afif. Bonsoir et merci pour l'invitation et bravo pour votre introduction. Merci beaucoup. J'ai également le plaisir d'accueillir professeur Moustapha Al-Fahim. Alors, professeur Moustapha Al-Fahim est un responsable de la plateforme génomique fonctionnelle au niveau du Centre national pour la recherche scientifique et technique. Il est également membre du comité scientifique et technique Covid-19 et aussi membre du consortium national de la veille génomique du SARS-CoV-2. Bonsoir, professeur Al-Fahim. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de nous expliquer ce que c'est qu'une plateforme génomique fonctionnelle avant qu'on commence le débat. Alors voilà, une plateforme de génomique fonctionnelle est une plateforme qui est équipée avec des technologies de pointe qui, entre autres, peuvent assurer le séquençage des gènes. Et plus particulièrement en ce qui concerne la pandémie Covid-19, cette plateforme a été une des plateformes qui était impliquée dans le séquençage de génome de virus. Et grâce à ce séquençage, on peut identifier les différentes variants. Donc voici de façon vraiment très succincte ce qu'on fait. Et vous êtes donc aussi membre du comité scientifique et technique Covid-19. Il est toujours opérationnel, ce comité Bien sûr, c'est une chose qui est très importante. En fait, ce comité, il a pris vraiment la dénomination de Covid-19, mais en fait, c'est un comité qui existe avant le Covid. Okay. Elle est chargée de la prévention et du contrôle de la grippe et de tout ce qui est IRA, des infections respiratoires aiguës. Mais avec le Covid, elle a pris vraiment cette connotation de comité scientifique. Et demain, on va avoir notre 67e réunion de ce comité. Très bien. Alors, plus de 3 ans après le début de la pandémie, est-ce que là où le Covid-19 est derrière nous? Professeur Baddou. Oui, donc depuis l'apparition du variant Omicron, qui a des caractéristiques assez différentes des autres variants, à savoir un variant qui est moins virulent que les autres, un variant qui se propage plus vite. Et donc, au moment où le Omicron est apparu, on a commencé à dire que probablement on est au début de la fin de la pandémie, au moins sous sa présente forme, pour rester vigilant. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a 2 manières vraiment très, très importantes, parce que le virus il est encore là. Hein. Mais nous, on a changé. Pourquoi? Comment on a changé? Parce qu'on a tout simplement acquis une certaine résistance contre le virus, donc une immunité. C'est ce qu'on appelle une immunité. Donc cette immunité, grâce au vaccin, bien évidemment, le vaccin, il ne faut pas qu'on l'oublie. Hein. Le vaccin a joué un rôle très, très important. Et aujourd'hui, on est quand même immunisé en grande partie parce qu'on a vu un vaccin. Le vaccin, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble au virus. Et également,
grâce à la rencontre naturelle avec le virus. Et on le sait très bien, le Omicron présente cette caractéristique de se propager très, très, très vite. Et comme ces symptômes sont, comme je l'ai dit, chez la grande majorité des personnes, présentent des symptômes qui sont moins virulents, donc bien évidemment, ça nous a également aidé à se diriger petit à petit vers la fin de la pandémie. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment à la fin de la pandémie? Je peux dire qu'on est vers la fin de la pandémie, hein, vraiment. Bien évidemment, pardon, allez-y. Non, parce que j'allais dire, parce qu'au fait, on est à la fin de la pandémie tant qu'on est sous l'ère Omicron. Oui. Et maintenant, si on voit apparaître un nouveau variant qui est biologiquement, épidémiologiquement différent de Omicron, qui est c'est-à-dire plus virulent, bien évidemment, on peut revenir à la case de départ, mais je pense que la probabilité est vraiment très, très faible. Ce scénario-là, dans lequel nous sommes, est le scénario le plus probable et qui se dirige effectivement vers la fin de la pandémie, au moins sous sa présente forme. Alors, vous avez parlé de la fin de la pandémie. Moi, j'ai envie de vous parler du début de la pandémie. Cette pandémie qui a fait près de 7 millions de morts, rappelons-le, dans le monde et qui a bousculé la planète entière avec tous les impacts directs et indirects qu'elle a eus, malheureusement. L'origine du virus est toujours indéterminée. Professeur Al-Fahim, un mot là-dessus, surtout que le Wall Street Journal a sorti des révélations d'une agence américaine. Ce sont des révélations, hein, ce sont des papers qui ont fuité, selon laquelle la thèse de la fuite d'un laboratoire à Wuhan n'est pas très exclue. Vous en dites quoi, vous, en tant que, justement, professionnel? Voilà. Donc, cette théorie de fuite de laboratoire doit se baser sur un certain nombre d'arguments. Et le premier argument en faveur de cette hypothèse, ce sont la nature des recherches qui sont conduites dans le laboratoire de Wuhan. Il y a une recherche qui s'exécute au niveau de la Chine et qui est financée par les Américains. C'est ce qu'on appelle les gains de fonction. Alors, cette recherche consiste à faire quoi? Quand on a un virus qui existe dans un répertoire naturel qui est la chauve-souris, on prend ce virus et on va lui donner dans le laboratoire les capacités d'infecter les cellules humaines. Alors, pourquoi on fait ce travail? On fait ce travail pour dire si jamais le virus qui était naturellement chez la chauve-souris vient d'acquérir cette fonction, il va induire une pandémie ou bien une épidémie. Donc on anticipe et c'est comme ça qu'on peut déjà commencer à fabriquer les vaccins en prévision d'une future pandémie. Et donc il y a une grande polémique sur cette nature de recherche qu'on appelle le gain de fonction et qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Et maintenant, il existe effectivement un certain nombre d'expériences qui ont été publiées et qui montrent clairement qu'on a manipulé des bêta-coronavirus pour acquérir la fonction d'infecter les cellules humaines. Et donc l'hypothèse, elle est vraisemblable. Elle est vraisemblable. Et bon, il y a beaucoup d'agences américaines. Il n'y a pas consensus au niveau des agences américaines sur cette question. Mais en tout cas, le débat est déjà là. Certains l'ont même politisé, notamment la Chine, qui s'est dite salie par ces allégations américaines. Bref, il y a du politique aussi dans le sanitaire, mais nous nous focusons et nous nous limitons sur le volet sanitaire aujourd'hui. Et sur le volet sanitaire, Moulay Saïd Afif, en tant que président de la Société marocaine des sciences médicales et aussi de la Fédération nationale de la santé, est-ce qu'il y a eu vraiment un avant et un après Covid pour le système sanitaire marocain en toute objectivité? Tout à fait. Nous ne pouvons qu'être fiers de notre pays, le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Pourquoi? Parce que, en ayant pris les mesures nécessaires et à temps, il faut dire quand même, et les chiffres sont là, que nous avons un taux de létalité qui est à 1,3%, alors que la moyenne dans le monde elle est de 2%. Nous avons aussi un taux de guérison à 98%. Et puis, malgré le manque de ressources humaines, malgré le manque d'infrastructures, nous avons pu augmenter les capacités dans les différents hôpitaux pour accueillir, pour traiter, pour diagnostiquer. Et là, vous avez deux éminents professeurs d'immunologie qui sont devant vous. Donc, et puis, comme il l'a dit, nous avons un système de veille, donc on savait quel virus circulait. Et
Nous avons aussi eu les masques, alors que d'autres pays n'avaient pas pu avoir ces masques-là à temps, parce que l'industrie a pu les fabriquer. Nous avons aussi au niveau des médicaments, nous avons un taux de suffisance nationale de 65%, donc ça c'est important. Nous n'avons pas eu de problème de certains médicaments. Et puis, qu'est-ce que ça a amené cette crise Covid? C'est que la crise Covid, quel que soit le cas, c'est vrai qu'il y a eu des morts, et parmi aussi la population médicale, et que n'importe quel décès d'un Marocain est une perte pour notre nation. Mais nous avons un grand laboratoire qui est en train d'être édifié à Ben Slimane pour la fabrication, dans le cadre de la coopération internationale, pour la fabrication des vaccins et des biosimilaires. Il y a eu le projet initié par Sa Majesté le Roi, qui est le projet de la refonte et non pas d'une restructuration, de la refonte de notre système de santé, la loi 06-22, qui a amené la haute autorité de santé. On a toujours demandé, parce que effectivement la santé doit être au-dessus des partis politiques et de tout calcul, et donc c'était important. Nous avons accéléré la digitalisation dans tous les domaines, et puis au niveau de la santé. Et comme je l'ai dit, il y a les facultés. Nous avons actuellement 8 facultés dans le public, et on va avoir une qui ça va commencer au niveau de Bni Mellel pour l'année universitaire 2023-2024, donc ça fera 9, plus les facultés dans le privé, que ce soit Cheikh Zayed, Cheikh Khalifa, l'UR, celle de Marrakech, et puis bientôt celle d'Agadir, après de Fès. Donc, nous avons vu que tout le monde était là, et puis qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on a travaillé ensemble, et qu'au niveau du système de santé, il n'y avait pas de tranchée entre les différents secteurs, et qu'on était un seul secteur au service du patient, que ce soit le secteur public, universitaire, privé ou militaire. Ça s'est maintenu même après cette crise de Covid. Et c'est pour cela que nous sommes en plein chantier de partenariat public-privé. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire, et il y a un pont entre le public et le privé. Et puis, il y a eu des constructions de grands établissements privés. Et donc, nous ne pouvons, je le dis en toute sincérité, qu'être fiers de notre pays, le Royaume du Maroc. On est en marche, ça a fait des jaloux, mais c'est tant mieux pour notre pays. Je ne vois pas vraiment de quel jaloux vous voulez parler, mais j'ai une petite idée. Et d'ailleurs, je crois que tout le plateau et les téléspectateurs aussi. Mais ce n'est pas notre sujet non plus. Encore une fois, ce n'est pas un sujet politique aujourd'hui. Sans oublier l'exploit qu'on a fait pour le foot. Donc tout ça, ça veut dire que c'est important et que nous sommes un peuple de défis. Exactement. Et nous les relevons avec succès. Allahumma lak alhamd. C'est un fait de par tout ce que vous avez évoqué. Alors, effectivement, il y a un bilan plutôt positif de la gestion de cette crise. Qu'en est-il des enseignements? En gros, et je posais la question dans mon édito, est-ce qu'on est bien outillé aujourd'hui? On est armé, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas outillé dont il est question, il faut vraiment être armé pour faire face, laqdarlah, à une prochaine pandémie. Ça, c'est une question très, très importante. Bien évidemment, ce que le professeur Afif vient de dire est très important. Je pense que le Maroc a su gérer cette pandémie, cette crise de la plus belle des manières, sincèrement, c'est ce que je pense. Maintenant, moi, je suis toujours comme ça. Je peux faire quelque chose très, très bien, mais il reste toujours de l'amélioration à faire. Et je pense qu'il y a de l'amélioration à faire. Et je pense qu'on doit se concentrer également sur l'amélioration. Ce que le professeur Afif a bien souligné, c'est très important parce que c'est une continuité finalement. Exactement. Donc il a fait presque la continuité de tout un système. Mais en fait, on avait tendance à oublier ce qu'on appelle la pré-prise en charge. La pré-prise en charge, c'est ce que cette pandémie nous a montré. Il est important également qu'on soit prêt
qu'on recherche une sorte de résilience en matière de production de médicaments, en matière de, pas de production, pardon, de développement de médicaments, de vaccins. Bien évidemment, le professeur Afif a souligné les masques, il y a des dispositifs, il y a un certain nombre de choses. Et ça, en fait, c'est un écosystème, c'est un ensemble d'écosystèmes qui doit fonctionner, qu'on doit intégrer et qui doit fonctionner en continuité pour qu'on soit prêt. Est-ce qu'on est prêt à 100%? J'allais dire non. Mais est-ce que l'État aujourd'hui a cette volonté? Je pense que oui. D'ailleurs, en témoigne le budget de la santé prévu dans la loi de finances 2023. Il est en hausse de 19%, plus 5 500 postes budgétaires et 1 400 nouveaux lits. Donc il y a une volonté, du moins politique, pour mener à terme cette réforme de la santé qui commence avec des chiffres, finalement. Exactement. Mais ce à quoi je voulais faire allusion, c'est pas que le volet santé, mais il y a tout un volet. Lorsque le professeur Fahim a parlé tout à l'heure de la veille génomique, ça relève de la recherche. Ah oui. Vous voyez, donc ça relève. C'est pour cela que je parle d'une continuité. Donc il ne faut pas prendre un secteur et en oublier un, parce que sinon on ne sera pas résilient. La résilience, donc il faut avoir vraiment une vue globale. Et lorsque le professeur Fahim a parlé tout à l'heure de la veille génomique, c'est comme ça qu'on a pu détecter les différents variants. Et c'est extrêmement important. Si on sait qu'on a le virus, on ne sait pas laquelle des variants nous avons, on ne saura pas comment faire la riposte. Et donc, c'est pour cela que je parle à chaque fois de continuité, c'est pour cela que je parle à chaque fois de... Donc finalement, c'est de la recherche, c'est de la formation continue, et c'est tout le secteur de santé, y compris la clinique. Donc c'est l'ensemble qui doit être pris en charge. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, je le pense, les autorités sont conscients de ça. Et il y a des actions qui sont en train d'être entreprises pour avoir ce système qui est complet. D'où, lorsqu'on voit aujourd'hui parler de la création de la Haute Autorité de la Santé, la création de l'Agence nationale des médicaments, la création de l'Agence marocaine du sang et des dérivés, tout ça, c'est des actions que je mettrai dans le système intégré de santé. Et parce qu'il va de pair, c'est un package et on doit vraiment avoir une vision globale. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas, à mon sens, on n'est pas prêt à 100%, mais si on continue dans cet élan, je suis sûr que d'ici quelques années, on sera prêt à faire face à une éventuelle pandémie. Alors justement, on va en parler, notamment de cette création de Haute Autorité de la Santé qui a fait l'objet d'un projet de loi, rappelons-le, 07-22, lequel a été adopté en décembre dernier. Pareil pour la création des groupements sanitaires territoriaux, sans oublier, bien naturellement, cette loi relative à l'essentiel de n'importe quel système de santé ou de n'importe quel système tout court, c'est la ressource humaine et les métiers de la santé. Donc, avant cela, peut-être une réaction par rapport à ce qui a été dit, par rapport à cet écosystème. Vous avez peut-être omis un élément essentiel, c'est celui de la veille. Alors, professeur El-Fahim, avant la Covid-19, il y avait une veille au Maroc. Elle était consacrée à quel risque sanitaire notamment. Voilà, le comité en lui-même, c'était un comité scientifique et technique de prévention de la grippe et des infections respiratoires aiguës. Et donc, c'était un terme qui est un peu général et qui peut inclure toute infection respiratoire aiguë. Et le Covid, elle est venue. Donc, il y avait une veille qui était consacrée à ce genre de virus, qui sont les bêta-coronavirus, qui infectent les voies respiratoires. Et donc, dans le même ordre d'idées que mes collègues, sur cette notion de préparation et d'enseignement, il est très important de mentionner que le Maroc est engagé dans une dynamique qui va transformer toutes les adversités en opportunités. Et donc, les adversités et les points vraiment faibles qui ont été dévoilés par le Covid-19 à tous les niveaux, sur le plan sanitaire, socio-économique, dans l'enseignement et dans l'éducation, tous ces points faibles sont maintenant entrés dans une dynamique pour se réformer et pour tirer donc les leçons. Et donc cette veille génomique qui était consacrée à la grippe, c'est prolongée pour tout ce qui est Covid-19, mais avec une chose qui est très remarquable et très importante à mentionner.
Avant, le comité était composé, entre guillemets, uniquement de cliniciens. Avec la veille génomique et avec le Covid-19, il y avait intégration des scientifiques et de la recherche. Et c'était vraiment une occasion et une opportunité extraordinaire qui nous a été offerte d'être à la fois autour de la même table, cliniciens et chercheurs. C'est ce que le professeur Baddo a dit. C'est cette conjoncture, c'est cette conjugaison des efforts qui a permis, entre autres, au Maroc de s'en sortir. Voilà. Alors, il s'agit aussi de toute une réforme globale. Il y a ce chantier royal de la généralisation de la couverture sanitaire universelle, dont je vais rappeler le calendrier officiel. Donc 2022, généralisation de l'AMO au profit de 22 millions de personnes supplémentaires. 2023-2024, généralisation des allocations familiales au profit des familles qui n'en profitent pas selon les textes en vigueur. 2025, élargissement de la base des adhérents au régime de retraite pour intégrer près de 5 millions de personnes et la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi. Alors, en ce qui concerne cette généralisation de l'AMO, de l'assurance maladie obligatoire, quel impact sur le secteur public et quelle complémentarité, parce qu'on parle de complémentarité entre les acteurs du système sanitaire, mais quelle complémentarité entre le public et le privé, en sachant qu'il y aura une pression supplémentaire avec la généralisation de l'AMO sur le secteur privé. Alors oui, du rôle, et c'est une question que se posent beaucoup de professionnels et beaucoup de citoyens, quel est le rôle de l'hôpital public après cette généralisation Professeur Afif. De toute façon, la généralisation de la couverture sociale, donc qui englobe tout ce que vous avez dit, à commencer par la généralisation de l'assurance maladie, qui est le premier volet, qui a été initié par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et qui est un rêve parce qu'on peut se comparer aux autres pays. C'est difficile. Par exemple, si on va aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien, qui ne peuvent pas se faire soigner. Donc, voilà un rêve qui devient réalité. Comme vous l'avez dit, nous ne pouvons pas avoir un système de santé probant et un système de santé efficient si on n'a pas un système de santé public fort. Il faut qu'il y ait un système public fort et un système privé fort et la complémentarité des deux. Et c'est pour cela, vous l'avez dit, le budget de la santé a augmenté. On a octroyé 1,5 milliard de dirhams pour la rénovation et puis pour tout ce qui va pour les centres universitaires. Il y a maintenant des centres universitaires qui sont en construction, que ce soit à Agadir, celui de Tanger qui est terminé, il y a bientôt celui de l'Ayoun, et puis bien sûr à Bni Mellal avec la venue de la faculté de médecine. Donc il faut qu'il y ait un système de santé public fort. Et puis, comment garantir justement l'égalité d'accès aux soins? C'est ça la base même et l'essence de cette réforme de la santé. Tout à fait. Mais c'est pour cela que maintenant, et vous l'avez dit aussi dans votre introduction, même si vous êtes passé vite, c'est le groupement sanitaire territoriaux. Ça veut dire que demain, parce qu'il faut le savoir, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de carte sanitaire globale. Nous avons une carte sanitaire pour le public, mais nous n'avons pas une carte sanitaire globale. Demain, il va y avoir des cartes sanitaires territoriales, parce que les besoins d'un territoire, d'une région ne sont pas les mêmes quand on va si on parle de Casa, puisque la majorité, par exemple, si on parle seulement... Tout est centralisé à Rabat, voilà. C'est-à-dire que c'est une question de gouvernance aussi, professeur. Maintenant, ça va être... C'est une gouvernance on va décentraliser, on va régionaliser, et on va régionaliser avec une meilleure gouvernance, parce qu'il va y avoir un pilote dans l'avion pour piloter tous les groupements sanitaires. Et donc, ça va permettre de mettre en commun tout ça. Ça va permettre aussi pour les enseignants qui sont là d'avoir des terrains de stage pour nous étudiants. Et c'est important, ça, parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas effectuer leur stage dans les hôpitaux périphériques. Or, il y a beaucoup de choses à gagner en étant dans un hôpital périphérique. Et la même chose, faire des terrains de stage de certaines cliniques avec un cahier de charge et de certains cabinets comme c'est fait ailleurs. Donc, et puis, la mobilité. Et ça, on l'a demandé. Par exemple, si on a besoin que le professeur Fahim ou le professeur Beddo aillent
pour travailler 2 ou 3 jours à l'Ayoun, il peut le faire, même s'il est dans le privé. C'est une bonne question, ça, parce que là, vous avez évoqué cette question de mobilité. C'est la mobilité. Il faut qu'elle soit. Il faut encourager présente. la mobilité aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des incitations qui devraient être mises en place pour encourager non seulement la mobilité, mais aussi encourager ces médecins et autres praticiens à pratiquer dans certaines régions? Je réponds tout de suite. La loi qui est venue avec une loi de la santé. Les personnes qui travaillent au niveau du ministère de la Santé, c'était des personnes de la fonction publique. Maintenant, ils seront des fonctionnaires de la santé, avec un cadre où ils vont être rémunérés, avec un salaire de base, et puis selon ce qu'ils font ou les actes qu'ils font. Donc, il peut aller avoir un bon salaire en fonction de ce qu'il travaille. Ça va permettre pour les gens cette mobilité d'aller ailleurs. Et puis, comme nous avons fait, maintenant nous avons 8 facultés et bientôt on va avoir la 9e, donc les personnes qui sont formées au niveau de ces facultés vont travailler dans ces dans le meilleur des mondes, régions. Dans l'idéal. C'est ce qu'on veut, parce qu'à ce moment-là, on vous dira, oui, vous êtes là, vous allez travailler dans la région. On a besoin, par exemple, d'un pédiatre à cet endroit de la région, d'un pneumo et ainsi de suite. Donc, on a besoin de ça pour justement arriver à cette équité et d'être soigné partout où on va. Bien sûr, il va y avoir toujours des niveaux 3 comme ça existe dans les CHU. Ça existe partout dans le monde pour certaines choses spécifiques, mais il faut qu'on se base avant tout, et mes collègues qui sont là le savent, sur ce qu'on appelle les soins de santé primaire. Il ne faut pas qu'on les mette de côté. Et les soins de santé primaire, le premier chapitre, c'est la vaccination. Alors, le Maroc souffre entre autres d'un manque de 32 000 médecins. Oui. Donc, mais nous avons montré ça aussi, je vous réponds tout de suite, nous avons montré qu'avec les médecins qu'on a, nous sommes arrivés à soigner nos concitoyens marocains et nous n'avons pas vécu ce qu'ont vécu des pays comme l'Italie où les gens se soignaient dans les voitures et tout ça. Nous, les gens se soignaient tous dans les hôpitaux ou dans les hôpitaux mobiles qu'on a construits. Donc, il ne faut pas... c'est pour cela que je le dis. Il faut être fier de notre pays. Il y a des choses, comme ça a été dit, il n'est pas question, et la fierté n'est pas discutable, bien évidemment. Et le patriotisme, c'est ce patriotisme qui nous pousse aussi à faire des critiques constructives. Et dans le cadre de ces critiques constructives, il ne s'agit pas non seulement de former ces 32 000 médecins dont nous avons besoin, mais il y a aussi ces étudiants en médecine, que nous n'arrivons pas à garder. Il y a une fuite aujourd'hui, une hémorragie des médecins qui choisissent d'aller poursuivre leurs études ou pratiquer ailleurs. C'est pour ça. Nous sommes bien sûr fiers d'être marocains et d'avoir de grands noms de professeurs à l'étranger, mais aussi nous en avons besoin ici. Il y a 2 aspects. Oui. Il y a l'aspect matériel, parce qu'un médecin qui fait 9 ans d'études et qui est payé vraiment, sans le dire, pas au nombre d'études et tout ça après le bac et tout ce qu'il a vécu, tout ce que ses parents et l'État ont engagé. Et il y a aussi l'aspect moral. Je crois que vous le voyez, vous, en tant que journaliste. Et là aussi, c'est un bien de cette pandémie Covid parce qu'elle a au moins, avec vous, et on vous remercie, les journalistes, redonné un petit peu de valeur aux médecins ou à tous les chercheurs dans le domaine parce qu'on n'a pas arrêté les années avant le Covid de diaboliser le médecin. Et ça, quand on diabolise le médecin et quand il n'est pas payé, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il quitte pour aller boire ailleurs. Mais si on règle le problème... Quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, il est aujourd'hui même sur les bancs des universités. Les étudiants se plaignent de la formation, de la qualité de la formation dans les facultés, de la suppression, ils se plaignent même de cette suppression d'une année du cursus en médecine.
Voilà, ça, ce sont des étudiants en médecine. C'est la Commission nationale marocaine des étudiants en médecine. Ils ne sont pas. Est-ce qu'ils sont consultés? Ce sont les premiers concernés. Pourquoi on décide d'enlever une année? Est-ce que c'est suffisant pour combler le manque de médecins dont nous avons besoin? Une insuffisance des opportunités de stage? Professeur Afif, vous en conviendrez que effectivement, et ce sont là des problèmes structurels qui existent depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, il faudra peut-être pas arrêter de parler. Effectivement, il y a cette valeur pécuniaire que vous avez évoquée à très juste titre d'ailleurs, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont du ressort de la tutelle. C'est d'améliorer les conditions de ces étudiants médecins et des médecins dans les hôpitaux. C'est ce qu'a amené cette refonte. Maintenant, nous avons à chaque fois qu'il y a une loi ou quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, même dans votre domaine, il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance commence par la concertation. Très bien. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour cela qu'il y a les terrains de stage qui vont être ouverts. Et vous avez devant vous deux professeurs. Inch'Allah, nous ne souhaitons que cela. Professeur Baddou, justement, on parle de cette haute autorité de la santé, comme si ça allait être vraiment la solution à tout cela. Alors, le projet de loi a été adopté. Quelle est la suite selon vous? Non, mais je pense que le professeur Afif l'a bien dit. Je pense qu'il y a des lois qui se mettent en place et maintenant il faut les appliquer. Alors, quelle est la prochaine étape selon vous? Il faut les mettre sur le terrain. Je pense qu'il fallait créer cette haute autorité de santé. Maintenant, elle est créée. On peut lui donner le nom qu'on veut. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle assure cette pérennité de l'action de l'État sur le secteur de la santé. Alors, d'où son indépendance de la tutelle. Exactement, voilà. C'est ça l'idée. Donc, elle est là, elle est créée indépendamment de la tutelle. Maintenant, les prérogatives sont vraiment énormes. On parle presque de tout. Hein. On parle de tout ce qui touche de près ou de loin la santé du citoyen. On parle de l'environnement, on parle de la sécurité environnementale, on parle de la sécurité sanitaire, on parle des médicaments, on parle des autres produits médicamenteux. On ne parle pas que des médicaments chimiques comme on l'a connu jusqu'à présent. Il y a maintenant vraiment d'autres composantes médicamenteuses qui sont beaucoup plus complexes parce qu'on parle d'anticorps, on parle de moi ce que j'appelle les bioproduits, il y a les vaccins. Donc, c'est ça les prérogatives de la haute autorité de santé. Je pense qu'il faut voir un peu positivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi-même, je le fais. Hein. Je me critique, je m'autocritique, je critique tout ce que je fais. Et je pense que c'est une bonne approche. Mais il faut avoir je ne fais que reporter certaines doléances des étudiants en médecine. Mais c'est bien, il faut les écouter, ces doléances. C'est ça. C'est une tribune que je leur fais ici. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut garder un optimisme. Oui. Et il faut essayer. Non, mais je suis avec vous. Hein. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Et je le fais moi-même. Mais là, je pense que pour une fois, je suis quand même optimiste parce que la vision, j'ai l'impression que la vision est vraiment intègre un ensemble de choses. Ce n'est pas une vision qui est fermée, c'est une vision qui est vraiment large. Donnons quelques mois, voire quelques années Bien sûr. à cela. Et moi, je pense que là, il y a de quoi réussir et il y a de quoi aller de l'avant avec le système de santé. J'espère que la vision continuera à être ouverte, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas uniquement du secteur sanitaire, c'est beaucoup plus large que ça. Et professeur Afif et professeur Fahim ont parlé de la formation, ont parlé de la recherche. Donc à chaque fois qu'il est question de mettre en place une telle réforme, il est très très important de faire participer les professionnels avec une multidisciplinarité. C'est extrêmement important d'avoir tout le monde assis autour d'une table pour essayer de trouver le meilleur système adapté à notre pays, pas exporter des modèles importés. Pardon. On aimerait bien exporter le modèle marocain, Inch'Allah, dans quelques années. Pourquoi pas, mais pas importer des modèles qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis Tanzil, j'ai oublié le terme. Mise en œuvre. La mise en œuvre sur le terrain, ça c'est extrêmement important. Donc trouver les bonnes personnes pour pouvoir mettre en œuvre, en pratique,
les idées que nous avons sur papier. Absolument. Alors, c'est ça en fait. C'est ce que nous discutons depuis tout à l'heure. C'est une question d'humain c'est pour l'humain, mais c'est surtout l'humain que nous allons mettre dans telle ou telle position. Excusez-moi si je Bien peux sûr, juste... professeur Bedou, non, Une je vous fois, en prie. ce que j'avais dans un réseau social, ce que j'avais proposé au fait, c'est de faire impliquer l'intelligence artificielle pour le recrutement au Maroc. Tellement j'étais fatigué de voir cette complexité d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et je me disais, est-ce que si on entraîne la machine sur ce qu'on veut, est-ce que la machine, à un moment, va prendre les meilleures décisions que nous? Bien sûr, c'est une question qui reste très compliquée aussi. Mais elle est posée. Mais elle est posée. Voilà, c'est pas défaut de donner des solutions innovantes. Alors, juste une coïncidence de calendrier, cette journée, donc du mardi 28 février, coïncide avec la journée internationale des maladies rares. Alors, en préparant cette émission, j'ai appris qu'il y a 1,5 million de personnes qui souffrent au Maroc de maladies rares. Et ils ont beaucoup de difficultés, que ce soit pour les patients et leurs familles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le corps médical est assez sensibilisé par rapport à ces maladies rares? Et est-ce que, concernant la prise en charge, l'amélioration du diagnostic génétique de ces maladies, professeur Fahim, peut-être cette question vous intéresserait. Oui. Il y a quand même 1,5 million de personnes qui en souffrent au Maroc. Donc, en fait, parler de ces maladies rares, donc il y a des actions qui sont déjà prises. On a même des associations, des sociétés savantes qui se chargent uniquement de cette question des maladies rares. Les maladies rares, sur le plan scientifique, sont d'une grande importance parce que le fait de les détecter, le fait de les analyser, ça offre beaucoup d'opportunités, même pour le développement de maladies, pour le fonctionnement normal même de l'être humain et de sa physiologie. Parce qu'étant une maladie très rare, donc il a une spécificité. Et donc au Maroc, nous avons vraiment la génétique médicale qui est très développée, avec 7 centres de génétique médicale qui sont éparpillés un peu tout le long du royaume. Et puis il y a une chose qui est très très importante. Quand on parle de ces maladies rares, ce sont généralement des défauts génétiques. Donc on est capable de poser le diagnostic. Et quand on parle même de notre système de santé, ce que vous avez fait, c'est que vous avez déposé un diagnostic. Et on est en faveur. C'est une perspective qui est très positive. Quand on pose le bon diagnostic, on a le bon remède. Donc quand on est conscient des problèmes auxquels nous nous confrontons, on peut aller pour les résoudre. Est-ce qu'il y a des problèmes pour détecter justement, pour diagnostiquer, pour faire ce diagnostic génétique au Maroc aujourd'hui? Ou c'est parfait? Non, il n'y a jamais de parfait. Donc, je parlais de la génétique médicale. On a 7 centres qui sont associés à des centres génétiques, mais on a la technologie et on est capable de les détecter. Le deuxième volet sur les maladies rares, c'est le traitement, et c'est ça le plus grand challenge. Quand on a une maladie génétique qui est très rare, on n'a pas de traitement. Donc, ce qu'il y a, c'est que pour certaines maladies rares, on a un traitement, mais pour d'autres, on n'a pas de traitement. Et c'est là où toute la difficulté, comment informer les familles, comment conseiller les familles et comment accompagner ces familles pour leur dire, vous avez une maladie rare et vous avez le gène qui en est responsable, mais il n'y a pas de traitement. Donc, il y a toute une culture qui t'accompagne, le conseil génétique, qui est très important. Et je pense que la médecine médicale au Maroc, elle est assez représentée à l'échelle internationale. Très bien. Alors, peut-être un mot comme ça, je suis équitable pour la distribution du temps de parole sur ce plateau. Un mot sur les ressources humaines. Je vous voyais acquiescer tout à l'heure quand on était en discussion avec le professeur Rafi. Alors, parce qu'il s'agit de former, n'est-ce pas, des médecins. Mais il y a la place du chercheur aussi. Tout à l'heure, vous aviez parlé de cette symbiose qui devait y avoir entre le corps médical, mais aussi le corps de la recherche. Étant moi-même ayant évolué un certain temps au Canada, donc je vais m'inspirer de ce système canadien pour donner un élément de réponse. Alors, tous les centres médicaux, on parle de CHU. Tous les centres. Vous avez un centre de recherche, centre hospitalier de l'Université Laval. Centre de recherche, centre hospitalier universitaire du Québec, etc. Donc, tous les CHU sont adossés d'un centre de recherche. Et donc, même dans le quotidien, cliniciens et chercheurs vont se rencontrer au restaurant. Et il y a des discussions. S'il y a un problème, s'il y a un cas clinique qui est très difficile, tout de suite, la connexion, elle est faite. Et
ce centre de recherche, il peut dégager tout ce qu'on appelle les centres de développement technologique. À partir de là, il y a un centre qui va se dégager pour développer des médicaments pour une maladie bien déterminée. Donc ce modèle, il est d'une grande importance. On va adosser au centre hospitalier universitaire des centres de recherche. Et là, il y a un manquement au niveau du Maroc. Ce manquement, ce sont les centres d'investigation clinique. La plupart des essais cliniques sont faits ailleurs. Et on est vraiment impliqué dans certains essais cliniques à une phase qui est très avancée, la phase 3 ou bien la phase 4. Alors si on met en place également les centres d'investigation clinique, on va vers cette autonomie. Et c'est cette autonomie qui est le gage nécessaire pour notre souveraineté. Et quand on parle d'autonomie, c'est à tous les niveaux. Quand on parle d'autonomie, en termes de nombre suffisant pour les médecins, mais également en termes d'équipement qu'on utilise dans le domaine de la recherche biomédicale. Actuellement, 100% sont importés. Donc c'est une des leçons de Covid, c'est de dire, voilà, lorsqu'on a les frontières qui sont formées et on est livré à nous-mêmes, est-ce qu'on est capable de faire nous-mêmes le test? Ou bien on va être à la merci de ce que le marché va offrir. Et donc, l'autonomie dans différents domaines est un point très important qui va nous ramener progressivement vers la souveraineté. On ne peut être autonome à 100%, mais si on va étape par étape, pour certains secteurs, on va être dans une planification, dans 2 ans, on va être à 50% autonome, à 70% autonome, et c'est ainsi qu'on peut s'inscrire dans une perspective pour aller vers l'autonomie. Et si on a notre autonomie dans ce domaine, on peut aller vers la souveraineté. Alors, vous parlez d'autonomie et de souveraineté. Moi, j'ai envie de parler de sécurité, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction, aussi brève soit-elle. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a pénurie dans certains traitements. Et certains traitements sont des traitements très importants pour des maladies qui durent toute la vie, comme on les appelle déjà, chroniques, comme le lévothyrox, par exemple. Professeur Laafif. Je vais vous répondre. Alors, j'aimerais bien que vous me répondiez justement sur cette question de pénurie de certains médicaments dont la prise est vitale, voire importante, voire vitale pour certains patients. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, donc c'est pour cela que, et ça a été dit par les collègues, chaque fois qu'on met une circulaire ou une loi, il faut qu'il y ait un suivi. Le problème qu'il y a, c'est que, par exemple, le médicament, il est stocké chez le grossiste, puis après, il va chez le pharmacien, et la personne, au lieu d'acheter pour 1 mois, elle achète pour 6 mois. Et donc, quand une personne vient et on lui donne 6 boîtes, si chaque personne, c'est-à-dire maintenant, c'est ça aussi la digitalisation, parce qu'on ne sait pas maintenant au jour d'aujourd'hui combien on a effectivement de malades qui ont besoin du lévothyrox. Demain, on saura combien de malades qui ont besoin. C'est un médicament qui ne peut pas être arrêté. Donc on saura combien nous avons besoin. Donc normalement, il y a des stocks de sécurité qui doivent être de 3 mois, et on saura et on sait qu'on a le stock pour l'ensemble de la population. Et c'est vrai qu'il y a eu des drames, parce qu'il y a une femme, moi je le sais, qui a arrêté, qui a fait une tamponnade cardiaque et qui est décédée alors qu'elle a 50 ans. C'est quand même malheureux, parce qu'elle a arrêté un médicament qui ne coûte pas cher, qui coûte quelques dirhams. Absolument. Et donc, ça aussi, il faut qu'il y ait un système de surveillance, et il faut qu'en tant que citoyen, qu'on ait du civisme, parce qu'on a eu le même problème avec lorsqu'il y avait la vitamine C ou le zinc, ou tout ça. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des circulaires qui partent du ministère de la Santé, de la direction des médicaments, qui disent ne délivrer qu'une boîte par patient tous les mois. Exactement. Pas 5 boîtes. Voilà. C'est des choses. Pour rationaliser, ben oui. Voilà, rationaliser. C'est des choses. Et là, c'est pour cela qu'on le dit, on l'a tous dit ici autour du plateau, on peut mettre les lois qu'on veut. Mais si on les met pas sur le terrain, d'où la concertation qui doit être faite entre les professionnels, entre les gens qui sont les médecins qui sont là. Tout le monde doit être au courant qu'il y a le produit, il est là. Il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez parlé des maladies rares. C'est vrai que les associations font un travail beaucoup plus que les professionnels. Et là, au niveau de la Société marocaine des sciences médicales, on est en train d'établir
les protocoles thérapeutiques, c'est-à-dire pour le remboursement. Et bien sûr, à la demande de ces associations, les protocoles seront élaborés par les sociétés savantes, par nous, contrairement, ça je le dis, on en est fiers, contrairement à ce qui se passe au niveau de la France, où c'est la haute autorité de santé, ici au Maroc, c'est la Société marocaine des sciences médicales avec l'ensemble des sociétés savantes qui élaborent le protocole. Donc c'est un protocole qui est élaboré par la Société savante de l'organe. Et le groupe qui élabore ce protocole est un groupe, comme ça a été dit par professeur Fahim, c'est un groupe multidisciplinaire. Nous devons aller vers ça et nous devons, comme ça a été dit par professeur Beddou, avoir un modèle marocain. Et bien au niveau des protocoles, pour redresser le système sanitaire, il faut un modèle marocain. Si je peux juste... Bien sûr, professeur Beddou. Parce que ça, c'est extrêmement important. En fait, professeur Fahim, tout à l'heure, a parlé de les maladies. Vous avez parlé également. Vous avez initié la discussion sur les maladies rares. Il faut savoir que la médecine est en train d'être transformée. Hein. Et ce qu'on est en train de dire là est d'autant plus important que la médecine de demain va être complètement différente de la médecine d'aujourd'hui. On se dirige vers ce qu'on appelle la médecine de précision, voire la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des diagnostics qui sont spécifiques à chacun des patients. Donc il est temps qu'on mette vraiment en place des techniques ou des technologies de diagnostic qui sont spécifiques à nos citoyens. D'où cette intégration dont on est en train de parler. Et il est très, très important. Cette intégration numérique, digitale. Numérique, lorsqu'on parle, par exemple... Quand on parle d'un parcours de soins, on n'est pas à se trimballer avec une ordonnance encore. C'est en train d'être fait. Hein. Oui, au niveau de la CNSS, voilà. Ça fait partie de la réforme. Ils sont presque prêts. Mais lorsqu'on parle de la veille génomique, ces maladies rares, ils sont diagnostiqués comment? Ils sont diagnostiqués grâce à des séquençages génomiques. C'est comme ça qu'on peut savoir, et dorénavant, c'est comme ça qu'on va traiter plusieurs types de maladies. Oui. Savoir la séquence génétique de la personne pour lui donner le traitement approprié. Donc, il est vraiment extrêmement important de lever ces barrières et que tout le monde puisse travailler ensemble, chercheurs, médecins, cliniciens, pour élaborer un système qui est intégré et qui est continu pour la médecine de demain. La médecine de demain. Un dernier mot, professeur Al-Fahim, pour clore le débat. Oui, donc je vais bâtir sur ce que le professeur Beddou a dit, parce que récemment, j'étais dans une réunion en Afrique du Sud, il y a la semaine dernière, et on parlait justement de l'implémentation de la médecine personnalisée en Afrique. Okay. Il faut le dire que cette médecine personnalisée, qui va se baser sur les données génomiques, elle est actuellement appliquée. Au Maroc, elle est appliquée dans le domaine de l'oncologie. Elle est déjà en application. Donc, il faut vraiment se préparer. Et donc, on parle de digitalisation. En fait, l'information génétique n'est plus confinée dans le noyau de la cellule. Elle est digitalisée, elle est dans le disque dur d'un ordinateur. Et donc, l'approche médicale, comme le professeur Beddou l'a dit, va changer vraiment de paradigme et on va aller à partir de la donnée génomique vers le diagnostic, vers le pronostic, vers la prescription précise d'un médicament à une dose bien précise, à la personne bien précise. En plus de cela, il y a un projet de loi qui est en cours sur la protection de la donnée génomique, qui est une donnée personnelle et qu'il faut l'intégrer, grâce bien sûr au comité de protection des données personnelles, l'intégrer dans la loi de ces protections. Et tout cela va vers le sens de cette digitalisation et d'utilisation bien sûr de l'intelligence artificielle pour appuyer le diagnostic, pour le rendre plus facile. Et quand on a un seul dossier, nous sommes dans la recherche et on connaît vraiment la plus grande difficulté à associer la donnée génomique avec la donnée clinique. On se tremballe dans vraiment les papiers pour trouver vraiment qu'est-ce qu'il teste et l'a fait. Mais si vous avez tout est digitalisé, avec des mots-clés, on peut chercher et on peut associer. Et c'est ce que les Anglais ont fait pour le Covid-19. Merci. Très bien. Merci beaucoup, professeur Al-Fahim. Donc pour avoir enrichi ce débat. Et en tout cas, vous avez relevé le challenge avec brio. L'optimisme a toujours été de mise sur cette discussion qui n'en était pas des plus simples. Merci beaucoup, professeur Laafif. Et à vous également. Mes remerciements, professeur Beddou. Et bien sûr, mes remerciements vont à nos chers téléspectateurs qui restent fidèles à Question d'actu. Je vous souhaite une excellente soirée.